Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité des différents TCG. Beaucoup d'actualités aujourd'hui. Oula moult. Une grosse actualité dédiée à Altered. On n'en avait pas parlé dans le podcast précédent. On a Ouais. pas mal de choses à vous dire parce qu'ils ont révélé pas mal de choses entre les deux podcasts. On s'intéressera aussi rapidement à Kaiju, les fameuses cartes de collection Naruto dont on vous a déjà parlé dans des podcasts précédents. On aura une réponse à toute la problématique et au débat qu'on avait pu Oui. amorcer dans le podcast précédent sur Flesh and Blood. Nous sommes allés ce- demander en Nouvelle-Zélande à James White. Exactement. Donc ce podcast répond finalement au podcast précédent et ça c'est cool, avec donc toutes les problématiques liées à Aurora et à son passage de Living Legend rapide. Il y a eu un dev talk donc avec les développeurs du jeu qui ont répondu aux questions de la communauté. J'ai tout compilé évidemment grâce à Gargash, big up à lui. Et Ce sera d'ailleurs le nom du podcast. Le précédent podcast, notre réponse. notre réponse. Et du coup, voilà, vous aurez un petit peu le condensé de ce qui a été dit. On va rapidement parler de Lorcana et faire écho à la vidéo que tu as tournée sur notre chaîne Oui. Lorcana. Oui. Un petit mot sur Star Wars, parce que je sais qu'il y a des fans d'univers étendu qui vont se régaler. Et enfin, tu nous parleras un petit peu de sorcerie, qui a quelque chose à nous dire, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc on en profite. Dès qu'ils sortent de la grotte, franchement, on vient, on se délecte, tu vois. On les saisit. Complètement. D'ailleurs, ils communiquent un peu comme s'ils communiquaient tous les jours. Je vais dire, non les gars, Oui, abusez pas. euh, Mais on aime bien. Mais tu sais que même moi, je suis pas dans sorcerie. Il y a une petite news, je suis là en mode ah, j'aime bien. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Ouais, c'est En mon fait, petit, ils sont en mode non, mais nous on fait notre bail, on s'en fout. Et du coup, t'es en mode j'adore. Ah ouais. Vas-y, fais. Donc on prend les petites news de sorcerie, ça fait plaisir. Fais Tu seulement. rappelleras peut-être ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est pas un truc dont on parle régulièrement. Voilà, on C'est quoi ce réintroduira. Bah oui, forcément, pareil, je réintroduirai rapidement ce qu'est Caillou pour ceux qui ne savent pas. Avant toute chose, gros big up à la belle carte, qui est l'endroit dans lequel on tourne, qui vous permet de remporter un bon d'achat de 80 €. Pour ça, c'est très Boum. simple. Vous participez dans l'espace commentaire, vous laissez votre meilleur pouce bleu et vous êtes abonné à la chaîne. Ça nous soutient évidemment et ça vous permet de rentrer dans un potentiel tirage au sort qui vous permet de remporter le bon d'achat à faire valoir sur notre site. N'oubliez pas d'aller sur labellecarte.fr pour passer vos précommandes. On a notamment les précommandes de l'Orcana chapitre 8 actuellement qui sont disponibles. Oui. Et puis on devrait avoir Tu altères probablement le Altered et le Star Wars 7.5 qui vont pas tarder à tomber. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Dès que les précommandes sont ouvertes, vous avez l'info en priorité. Exactement. Big up à Vogt aussi, si vous voulez 10 € de réduction, enfin 10 € de bon d'achat, pardon. Quand vous créez votre compte, vous mettez le code LABELLECARTE et vous pouvez venir nous voir avec ce même bon d'achat pour acheter des petites cartes Magic ou Box Break ou Multi-TCG, ça dépend. Bon, en ce moment, on fait pas mal de cartes Unité Magic, mais on fait aussi du Box Break, donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent via Tipeee et via les souscriptions YouTube. Et merci beaucoup à GameGenic qui nous régale Les boss. avec les délicieux produits qu'ils ont pu nous envoyer et qui nous usinent encore relativement régulièrement pour le plaisir de tout à chacun. On parlait de Naruto Kaiju justement. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Quelle est cette news? Bah, c'est une news qu'on n'attendait pas spécialement. Naruto Kaiju, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, Kaiju, c'est un éditeur chinois qui a des licences multimanga dédiées au public chinois. Sauf que nous, très fans de Naruto, très fans de cartons, de belles cartes de collection, Se eh régale. bien, il y a beaucoup d'Européens, d'Occidentaux qui ont importé ces cartes-là, qui ont eu du coup un gros succès en Europe. C'est des cartes à collectionner et non pas à jouer. Il y a des statistiques sur les cartes, mais qui n'ont pas du tout vocation à créer du combat ou à avoir une quelconque synergie. C'est vraiment C'est comme pour les décorer. power level de l'époque Cardass dans les années 90. Mais voilà, sur la licence Naruto, nous, on n'a pas de TCG. Bandai, réveillez-vous, on n'attend que ça. Donc, on était très content de pouvoir collectionner ces cartes Kaiju éditées par l'éditeur chinois Kaiju sur la licence Naruto. Et ils ont annoncé très récemment, je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, que ces cartes-là allaient sortir en anglais. Donc ça sera toujours édité par l'éditeur chinois Kaiju. Et j'imagine, fort du succès d'importation de la marque en Europe et aux États-Unis, ils se sont dit peut-être qu'on va sortir des cartes en anglais, comme ça ils arrêteront de prendre nos cartes chinoises. On va pouvoir les garder pour notre pays et faire une version anglaise pour les Occidentaux. Alors ils repartent pas du tout au début de la série. Non, ils repartent sur la dernière série. traduisent directement la dernière série. Est-ce que maintenant, à l'avenir, il y aura d'autres séries chinoises qui vont sortir en parallèle la même version mais en anglais? J'ai pas plus d'informations pour l'instant, juste déjà c'est une news totalement inattendue pour moi. Je suppose que oui, qu'ils vont faire la même chose. Moi, je me pose une question, c'est le prix. Le prix, de combien va-t-il être? Parce que j'ai vu du coup passer la news et ils disaient qu'ils vont travailler du coup avec des distributeurs, etc. Rapprochez-vous si vous voulez vendre du caillou, machin. Ça va être plus cher que de faire importer de Chine, je suppose, parce que c'était vraiment pas cher. Ça dépend où c'est produit en fait. Si ça reste produit en Chine et qu'ensuite tu le fais importer, il n'y a pas de raison que ce soit plus cher, mais
Peut-être pas, Mais oui. si c'est produit en Europe, comme la plupart des TCG, oui, là c'est sûr que ça sera plus cher. Le coût de production n'est pas le même. Aucune idée. Est-ce qu'on en avait besoin? Je crois pas. Parce qu'en fait, Non. dès lors que c'était pas jouable, on se fichait à peu près de la langue. Ben On ouais, était moi, content d'avoir seulement des skins. Donc je vais pas consommer moi du caillou anglais, je m'en fiche un peu. mais je préfère même le chinois, hein, je trouve ça même plus joli. Je pense que je vais consommer. Si j'avais eu le choix en découvrant, je serais parti sur de l'anglais, je pense. Ouais, ouais. Mais Mais maintenant que moi, ma collection, elle est chinoise, je conserverai du chinois. bon. Mais ils ont peut-être volonté à s'ouvrir à un public plus large. En tout cas, il y a une vraie demande sur Naruto qui est pas du tout comblée par Bandai. Et Je suis quand même étonné, quoi. quand bien même il y aurait un TCG, si jamais ils mettent pas l'accent sur le côté collection, Oui, tu peux conserver les cartes t'as cailloux, bien toujours sûr. cartes cailloux Oui, mais qui sont disons que très moi jolies. j'ai un appétit Naruto qui serait comblé par un TCG, et donc du coup Caillou se substitue énormément à ça. Ça Et ferait donc, plaisir. comme c'est pas des cartes de jeu, je me fiche un peu de la langue finalement. Tout à fait, tout à fait. News assez improbable, mais on devait vous la On verra. partager. Et on a pas mal parlé de Caillou les années passées, donc Ouais. c'est normal de continuer à suivre leur actualité. Est-ce que tu as une date d'ailleurs? J'ai pas vu. Non, j'ai pas de date, j'avoue que j'ai pas du tout creusé le sujet. En même temps, On vous en reparlera quand on en saura toujours plus. pareil, hein, les infos chinoises, c'est dur à avoir. Toujours. Donc même si là c'est en anglais, c'est que ça vient quand même de Chine. Ouais. Passons sur un des gros morceaux de ce podcast, Ouais, qui est Alterne, ainsi que toutes ses news. Ouais, Alterd qui a sorti 2 news majeures entre les 2 podcasts. La première news, c'est une news dédiée à l'international qui est notamment liée à un article anglophone que je vous mettrai dans la description. Si vous allez sur le site, j'ai pas trouvé l'article en français. En fait, Ok. je suis passé par un lien qui nous a été droppé Mhm. et ce lien-là renvoie vers une news anglaise, mais il n'y a pas de news française liée aux qualifications et aux championnats du monde. Ah ouais, il me semblait Ouais. que je l'ai vu en français, moi. En tout cas, elle n'est pas sur le site actuellement. Ok. Peut-être qu'elle est sur le site en Je suis version bilingue, j'ai pas anglaise. fait gaffe en fait. Un peu particulier. Vous pouvez traduire la news avec Google Trad, ça traduit très bien évidemment. Et donc c'est une news qui est liée au championnat du monde et au circuit compétitif d'Alterd. On vient de finir la saison des tumultes, qui sont les Store Championship d'Alterd, où vous pouvez vous affronter dans vos régions en fait. Et là c'est vraiment le panthéon, comment on fait pour aller jouer au plus gros tournoi que propose Plus haut Alterd niveau. chaque saison. Ils ont parlé des méthodes de qualification et du gros tournoi que seront les championnats du monde. On vous en parle tout de suite. Juste, ils ont aussi ensuite dans la foulée sorti une deuxième news. Et ça, donc, c'est le patch note de fin de saison qui vise à d'équilibrage. rééquilibrer le metagame avant la sortie du set numéro 3, Tout à fait. les murmures du labyrinthe. Première news, du coup, les Worlds. On sait que ça sera pendant la saison automne 2025. Ouais. Ils n'ont pas communiqué de date officielle pour l'instant. Je sais qu'à l'époque, ils avaient quand même témoigné de leur envie de faire les Worlds en France. Mhm. Je présuppose que les Worlds seront en France Alors, à Paris. Quand j'en ai parlé, voilà, tout le monde m'a dit oui, ils avaient déjà parlé, ce sera à Paris, sauf On n'a pas, force majeure. on n'a pas de confirmation officielle, mais en tout Non. cas, c'est une volonté de leur part de faire les premiers Worlds à Paris. Ouais. On sait qu'il y aura 32 qualifiés. Comment vont se qualifier ces 32 joueurs? Eh bien, en fait, il y a des slots de qualification dédiés à chaque pays Ouais. et des slots de qualification dédiés à la plateforme numérique que sera Board Game Arena, ainsi que 8 slots qui seront dédiés à des Last Chance Qualifiers qui auront lieu la veille des Worlds. Donc, probablement à Paris, quand on aura la date des Worlds. 8, c'est parmi les 32. Ouais, en fait, Donc, c'est c'est 24 slots places, ouais, pourvus, voilà. plus les 8 slots de qualification en Last Exactement. Chance. Chaque pays a un nombre de slots prérequis. On a par exemple un slot pour le Brésil, 2 slots pour l'Angleterre, un slot pour l'Allemagne, j'imagine en fonction de la popularité du jeu dans tel ou tel pays Et oui. et de l'événement qualificatif qui va être créé. Par exemple, il y a un slot sur un tournoi à 128 joueurs. Mm. En France, on est le pays qui est le mieux doté, c'est normal, le jeu est français et beaucoup jouent en France. Donc il y a Cocorico. 4 slots de qualification Dans mais un même tournoi. dans un même tournoi, mais qui sera du coup cette fois-ci un tournoi 1080 Et ouais. joueurs. Donc c'est beaucoup plus de joueurs que les 128 joueurs par exemple des tournois des pays un petit peu moins orientés sur Altered. Ce tournoi-là qui sera donc le tournoi qualificateur, il s'appelle ça des WCQ comme à Yu-Gi-Oh! Donc c'est Oui. des World Championship Qualifiers, ce qui est En même temps, hyper simple. c'est- Ouais mais c'est les seuls à reprendre le terme de Yu-Gi-Oh! oui, Tu aurais pu effectivement. appeler ça aussi Mais tu autrement, vois, quand quoi. tu appelais ça genre le World Challenge Qualifier, bon, Ouais, c'est pas le même nom, mais au du coup, final, moi, ça m'a fait marrer de revoir l'appellation WCQ, Ouais. qui est très fit avec l'univers des joueurs de Yugi. tu vois, genre Ça- les PQ de Star Wars, c'est Planetary Qualifier. Oui, mais c'est des ProQuest ou des Voilà, Pro ProQuest, Tour Pro Tour Qualifiers, Qualifier. tout à fait, effectivement. Et donc, le WCQ français aura lieu le 5 et le 6 juillet, organisé Ouais. par Ludo Trotter. C'est un open. C'est un open, donc avec 1024, je dis 1080, places, ouais. mais c'est 1024 places. Et qui 80, sont, c'est HD. C'est ça, ouais, qui sont à pourvoir. Et les quatre premiers seront qualifiés au World pour la saison d'automne. Pas mal, hein.
Donc plutôt très cool. C'est une bonne manière de... Défrayer aussi les participants au World. Tous ceux qui sont qualifiés au World sont défrayés, évidemment. Quand t'es français, t'as moins d'intérêt de défrayer que quand t'es brésilien. Mais ça permet à tous ceux qui se qualifient de pouvoir venir jouer cette grande finale. Et donc ça, c'est hyper cool. Pour un circuit compétitif qui s'annonce un petit peu au dernier moment. Parce qu'en vrai, on parle d'un qualifier dans 2 mois et on parle des Worlds dans à peu près une saison, en fait. Mhm. Enfin, une saison en termes de temporalité, quoi. C'est assez rapide, mais disons que la formule est assez simple et concise. Ouais, c'est Peut-être qu'elle efficace. sera vouée à évoluer pour 2026, mais en tout cas pour 2025, ça fonctionne comme ça, et ça Mm. fonctionne bien, je trouve. Et c'est un championnat de France, en gros, on nous dit oui. C'est plus ou moins un championnat de France, oui. C'est un Ça nom. n'a pas l'appellation, mais Ouais. Ils appellent ça WCQ parce que la Ouais. volonté, c'est vraiment d'aller trouver, pourvoir les slots des championnats du monde. tout à fait. Vous pouvez le voir comme un championnat de France si vous le Mm. souhaitez, tout à fait. C'est dommage de ne pas avoir le top 8 qualifié pour les Worlds sur un événement aussi gros en France. Le problème, c'est que ça aurait Mais- mangé trop de slots aux autres Ouais. pays, et Ça aurait été bien que qu'il y ait un peu plus de ils ont place. volonté que ces Worlds, en tout cas les premiers, soient quand même un peu confidentiels. Ouais. Avec 32 joueurs. Ça leur permet évidemment de pouvoir créer un show et un truc assez exceptionnel dans une structure quand même plus modeste et réduite. En tout cas, je le pense, j'ai pas d'avis en interne Oui, non, mais ça là-dessus, colle. mais je le comprends comme ça, moi. Ouais, tout à fait. Si tu veux faire les choses en grand, c'est mieux de pas avoir trop de joueurs. Mm. Et je suppose qu'ils nous préparent un truc un peu peps, un peu cool. cool. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Ouais. Ouais, ça c'est pour du coup les news compétitives sur Alterne, enfin du circuit compétitif. Ouais. De toute façon, vous aurez les liens en description pour avoir plus Tout à fait. de... Et nous d'infos. avons aussi un patch de fin de saison Ouais. avec des petites cartes suspendues. Tout à fait. Euh, C'était important de rééquilibrer et le du metagame rééquilibrage. justement en prévision de ces WCQ qui allaient arriver. Mhm. Et donc ce patch d'équilibrage de fin de saison, il était hyper attendu parce qu'on va dire que le patch d'équilibrage de mi-saison avait pas du tout satisfait la communauté. En gros, de par le fait qu'il mettait en place une watchlist, bah, du coup tu peux pas dans la même annonce à la fois mettre en place une watchlist et à la fois toucher ton format, parce que le but de la watchlist c'est de prévenir en amont sur le fait que tu vas toucher ton format, sauf que le format avait besoin d'être touché à cette époque-là, donc du coup les gens attendaient vraiment ce fameux patch-là pour avoir des actions correctives sur le méta, et c'est le cas. Tout à fait. Première suspension. Baba Yaga. J'adore cette carte donc je suis deg. Il fallait toucher à la mécanique de carte advantage de Hordis. Encore une fois, je vous mets le lien en description parce que, évidemment, l'équipe d'Alterd fait toujours des articles très intéressants où ils rentrent aussi en détail sur le gameplay et le pourquoi du comment ils décident de toucher telle ou telle carte. Et ils vous en parleront forcément beaucoup mieux que moi qui ai juste lu l'article une fois. Mais globalement, Hordis a une problématique de génération de carte advantage qui lui permet de spammer des bodies sur le board facilement. Plein de petits Et spells. donc, l'avantage, c'est qu'en touchant à Baba Yaga, tu peux couper une carte qui est auto-include dans tous les decks Hordis, Tout à fait. donc qui n'apporte pas de choix de deck building Mm. et qui génère du coup facilement du card advantage. Donc ça permet de couper naturellement dans ce qui fait tourner le deck de manière aussi fonctionnelle. Tout à fait. Le but, en fait, et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont surveiller avec cette suspension, c'est d'avoir un CCM un peu plus élevé, d'aller sur des cartes un peu plus big, un peu plus grosses, pour justement moins jouer plein de petits spells, mais Ouais. des spells un peu plus impactants du côté Hordis. On verra si c'est la solution. En tout cas, c'est vrai que suspendre une carte comme ça, même si pour moi, c'est le genre de carte que j'adore dans les jeux en général, c'est un peu frustrant, mais je comprends que tu touches pas aux cartes un peu plus spécialisées dans des mécaniques Ouais. et que tu enlèves un truc plus générique comme ça. Ouais, c'est t'enlèves classique. pas les cartes qui synergisent avec Sigismar et qui apportent ce plan de jeu-là que les gens apprécient. Tu enlèves la carte qui juste va rentrer dans tous les decks parce qu'elle est juste flat forte. Ouais, C'est tout à fait entendable. tout à fait. Ensuite, on a Main Tendue qui est suspendu également. Ouais. Rare Izmir qui permettait de faire n'importe quoi avec Afanas, puisque Afanas fait des gros body en jouant des spells. Ça, c'en est un. Et le problème de ces body, c'est que quand ils ont Fugace, ils dégagent. Bah, là, du coup, c'est non. C'est Ouais, pas c'était Fugace, c'est vraiment garder la carte qui générait le plus de win marqueurs. rate, qui était la plus puissante et qui rendait Afanas comme un vrai gros deck prédateur du méta et qui était vraiment un peu le tier 1 identifié, même si Sigismar était pas loin dans l'équation. Hein, mais Afanas avait vraiment des patterns de play que les gens ne pouvaient solutionner et ne pouvaient battre. Main tendue, on était un peu responsable. Pareil, auto-include dans toutes les versions. Je Avec sa précise part. que c'est notamment avec le danseur. Ouais, j'ai plus le danseur nom. d'épée de Kadiger, je crois. Danseur d'épée de Kadigar. Danseur de l'âme de Kadiger, ouais. Ah ouais. Je crois. Ok. Ouais. En gros, c'est une bête qui garde ses marqueurs. Ouais. Et du coup, le fait est qu'elle perd les marqueurs quand elle a Fugace, mais là, du coup, elle perd Fugace, donc
Elle est juste énorme et elle revient. Ouais, Et moi, d'ailleurs, c'est sur la watchlist, cette carte-là. j'ai pas mal affronté Afanas quand je faisais mes sessions de Board Game Arena, et c'est vrai que quand ton oppo il résout main tendue, t'es en mode ok, je peine vraiment à pouvoir battre ce deck, ça développe des choses qui sont beaucoup trop puissantes. Il fallait toucher Afanas, les gens s'attendaient à ça, et s'attendaient aussi à Petit Pas Bonde Géant, Oui, qui finalement a été retiré de la watchlist et n'a pas été banni. Mais a raison, parce qu'en fait, ils ont corrigé un des ont changé les principaux problèmes de la carte, c'est-à-dire que le fait de bouger d'une expédition n'octroie pas instantanément la victoire au possesseur de la carte. ouais. On doit attendre la résolution de la fin du tour. C'est pas bouger une expédition, en fait, c'est que pour gagner, il faut que vos personnages soient sur la même ou se croisent. Ouais. Et en fait, au moment où ça arrive, maintenant, voilà, la victoire n'est plus instantanée. On vérifie si c'est arrivé dans le tour à la fin du tour. Exactement. Et donc ça permet de C'est vraiment répondre frustrant. à ce petit pas bond de géant, qui est une mécanique que visiblement ils ont envie de préserver dans le jeu parce qu'ils ont décidé de pas bannir la carte, mais Mhm. plutôt d'enlever ce pattern de ok, mon oppo joue cette carte-là, ces personnages se croisent, et moi je n'ai même plus l'occasion de pouvoir essayer C'est ciao. aussi de faire croiser mes personnages. Ouais. Et c'est vrai qu'on se retrouvait souvent en late game on est tous les deux au coude à coude pour faire croiser nos personnages, et avant même qu'on puisse résoudre l'avancée des expéditions qui a lieu à la fin du tour, il y a un des deux joueurs qui fait petit pas de bond de géant et qui gagne la partie. Bah non, maintenant, l'adversaire aura aussi l'occasion de faire un match nul, une égalité, en faisant lui-même Ouais. avancer ses personnages. Et surtout, encore plus frustrant, quand les deux joueurs sont au coude à coude, eh bien en fait, celui qui a la priorité du premier play pouvait juste gagner en faisant avant son adversaire, Mhm. notamment en mirror, le petit pas bond de géant. Ça donnait des patterns de gameplay un peu frustrants en mode ah bah t'as juste joué avant moi et du coup bah c'est toi qui as gagné. Ouais, Là au tout à moins fait. maintenant la carte est entre guillemets beaucoup plus fair dans ce qu'elle propose, même si ça reste fort d'avancer d'une expédition. Ça reste fort, mais je pense qu'il y a des match-ups du coup où c'est beaucoup moins. Comme tu peux plus faire la course, si juste tu joues ça et que ton adversaire il te Ouais. dépasse, bah du coup la carte est pas très bien. Mhm. Enfin, beaucoup moins qu'avant. Ouais, Donc beaucoup moins je bien. trouve que le changement de règle, qui en plus pour moi est très logique, Oui, c'est hyper malin. vu comment le jeu est designé, c'est vachement cool. C'est hyper malin parce que ça leur permet de bannir moins de cartes et c'est toujours plus élégant d'avoir une banlist qui est Ça. courte qu'une banlist qui est longue. Alors, je crois qu'il n'y a rien de ban. C'est que des C'est suspensions pour l'instant. suspendu, mais je dis ban par élément de Mhm. langage quoi. Donc, En c'est fait, cool. les TCG ne bannent plus. Hein. Pareil pour Star Wars, on parle plus de banlist, tout est suspendu. Que Magic. Ouais, mais en Magic, ça fait, banne. ouais, mais ça pourrait être une suspension, c'est juste une Oui, oui. manière plus douce d'appeler les choses quoi. Quand les gens disent ah non, c'est pas des bans, c'est une suspension, c'est des bans. Vous les appelez comme vous voulez. C'est juste qu'on peut te les Ah ouais. ban comme on peut te les suspendre quoi. Mais pour un jeu comme Altered qui a même pas sa troisième extension, qui a déjà fait plusieurs interventions, je trouve que c'est plus intéressant de parler de suspension parce que justement il y a le côté pour le début du jeu en fait c'est vrai que c'est pas très bien mais ça va revenir. Oui, Alors oui. que ban il y a plus la notion de en fait ça n'a rien à foutre là, faut pas que ça y soit. Tu vois Ouais, Baba ouais. Yaga, j'imagine pas que ça va rester Ouais, mais suspendu. tu vois, sur Star Wars, ils parlent quand ça, même oui. de suspension alors qu'il y a des trucs, ça n'a rien à foutre là quoi. C'est Je trouve que c'est une manière plus c'est douce politiquement correct. de le dire. Voilà, exactement. Tout à fait. Et ils ont décidé, mais ça on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu plus barbare, de Conan. désuspendre toutes les cartes uniques qui étaient liées notamment à Oui. la fondrière de Bravo, la Il fondrière, y a non, Gericht aussi. alors Gericht, et j'ai plus le nom de la carte unique Bravo, ce qui avait un problème de wording. Bref, ils ont corrigé des wordings sur certaines cartes uniques qui pouvaient générer des patterns, des espèces de boucles infinies. Mm. En corrigeant ce wording-là, Ouais. un trait spécial, un type de phrasé bien spécifique au jeu, eh bien, ça leur permet de patcher naturellement toutes les uniques qui étaient mises en cause. Ça y est, vous pouvez rejouer vos uniques. Tout Et à ça, fait. c'est cool. Et ils étaient contents au global de tous les decks qui étaient représentés, en prenant en compte qu'il y en a qui étaient plus joués que d'autres. Ouais. Et le seul petit bémol, c'est Axiom, où ça peine vraiment à être représenté dans les tops de tournoi, malgré les efforts récents qu'ils ont fait, ça n'a pas suffi. Et donc ils attendent, avant d'intervenir encore là-dedans, la méta du chapitre 3, puisque ça commence dans 3 semaines. Ouais, je pense qu'ils ont raison d'attendre. Ils ont raison de voir si Axiom n'a pas le droit de plus exister, si on fait reculer un peu Ordis et Afanas. Parce que là, en fait, finalement, avec les engrenages de méta, quand tu touches à des decks, tu touches quand même à l'entièreté du méta par ricochet. Oui. Et donc, il faut voir si Axiom, au-delà de sa puissance intrinsèque, n'était pas juste gatekeep par la puissance d'Afanas, par exemple. Même si c'est pour vous donner une illustration de ce qui peut arriver, quand bien même c'est pas forcément vrai. Donc c'était pour moi plutôt intéressant de toucher Ordis Afanas sans forcément re-up Axiom, parce que peut-être qu'en touchant ces deux decks-là, ils ont réussi à up par ricochet Axiom, donc on verra ça effectivement à la sortie du 7-3. Donc très bon patch, Ouais, qui bien était joué. attendu au patch Bien précédent, joué, équipe. Bien joué, team. mais qui finalement finit par arriver et qui devrait ravir les joueurs de Altered. Pour moi, ça vient compléter, on va dire, le pré-patch qu'il y avait eu Ouais.
début de saison 2, c'est ça? Ouais, c'est Juste ça. après la saison 2. Ils ont Enfin, la confirmé sortie. aussi donc sur sa fameuse watchlist les cartes qui n'étaient plus dessus et celles qui y sont toujours. Tu disais que la danseuse de l'âme y était toujours évidemment. Petit pas de bond de géant n'y est même plus. Donc pour eux, ils ont corrigé la carte Ouais, vraiment c'est ça. définitivement. Et ils ont forcément sorti de la watchlist les cartes qui ont été suspendues actuellement. Exactement. Après la watchlist, ça donne une indication pour nous en tant que joueurs, mais en soi, de leur côté, ça veut un peu tout et rien dire, puisque si d'un coup quelque chose devient problématique, ça apparaît sur la watchlist en interne instantanément, même Oui, si on ne oui, le sait pas. tout à fait. Donc petit pas bon de géant, il y est plus, mais ils ont quand même un œil dessus, je pense. Ah, évidemment. Ils checkent évidemment. quand même. Passons à la réponse de Flesh and Blood. Ouais, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi le podcast précédent, déjà c'est dommage, Ouais, parce qu'il était bien, n'hésitez pas à aller suivre le podcast précédent. On soulevait, en tout cas on discutait d'un débat qui avait été soulevé par Mengucci sur le cas de la rotation naturelle que propose Flesh and Blood, Le qui Living est une Legend. rotation qui est très élégante et qui évite que la main de l'éditeur vienne faire une rotation artificielle pour renouveler son jeu. Là ils ont fait le choix du Living Legend, les héros gagnent un certain nombre de points en fonction des tournois qu'ils remportent, et quand ils atteignent un certain nombre de points, ils sont bannis naturellement, et ils arrivent au panthéon des héros, et donc bascule dans un autre format qui s'appelle le format Légende vivante, Living Legend. Ce que je trouve hyper cool, hyper élégant et du coup plus naturel qu'une rotation artificielle que les autres TCG ont, mais qui du coup apporte son petit lot de failles parce que c'est quand même plus simple de mettre une rotation artificielle où on sait que à chaque instant, à un instant donné de l'année, il y a des cartes qui sortent et d'autres qui rentrent, ce qui amène une rotation beaucoup plus facile à calculer. Là, la rotation naturelle, elle est plus cool en soi, mais elle amène des problématiques de comment on fait quand un deck, lui, va rush ses points de Living Legend beaucoup plus tôt que ce qui était attendu. Il faut savoir que Flesh and Blood ont renouvelé leur volonté qu'un héros ait une durée de vie de entre 12 et 18 mois, ce qui est la bonne durée de vie pour un héros dans le jeu. Sauf qu'on a eu le cas de Aurora qui a rushé son statut de Living Legend en 8 mois, soit 4 mois de moins que les 12 mois minimum attendus pour un héros, sachant qu'en plus c'est un héros qui avait eu un Armory deck, donc du coup qui a incité des nouveaux joueurs à partir sur ce héros-là. Du coup ça a un petit peu, c'est un petit peu déçu forcément les joueurs, la communauté, et ça a amené donc une réponse de Flesh and Blood avec un Deathstalk où ils ont parlé de toute cette problématique-là en apportant des solutions, des excuses et plein de compléments sur cette situation-là qui, de leur propre aveu, leur a un peu échappé finalement, quoi. Tu penses quoi de 12 mois? Moi je trouve que c'est quand même court. Hein. Non, c'est bien, c'est une rotation, c'est un an. Genre, si tu joues ton. C'est plus court que n'importe quel jeu. En fait, il n'y a rien qui est valable qu'un an dans tous les autres jeux. Si tu peux jouer ton héros entièrement un an, sachant que Flesh and Blood, encore une fois, tu as beaucoup de cartes croisées avec d'autres archétypes, et que quand ton héros par Living Legend, tu peux continuer à jouer un autre héros d'une même classe. Si tu as joué ton héros full pendant un an, c'est bien. Moi, je trouve ça quand même court. C'est plus court que tous les autres jeux, et c'est un jeu qui coûte plus cher que tous les autres. Il y a des jeux qui ont des rotations annuelles aussi. Sur One Piece et sur Star Wars, tu vas jouer tes cartes un an et demi en soi. Non, c'est 2 ans. En fonction de quand est-ce qu'elles vont sortir. Ah, certaines, oui. Oui, mais là, eux, ils visent que tout soit entre un an et un an et demi. Ouais, mais dans les faits, il y a des jeux qui vont rester 3 ans. En fait, c'est les decks forts, ils visent que ça soit entre 12 mois et 18 mois. Mais il y a des decks qui sont toujours légales depuis... T'as plutôt envie de partir sur des decks forts en général, pas en tout fait, le temps, mais... Le concept, c'est que si ton deck, c'est le meilleur du méta, tu peux le jouer 12 mois. Ouais. 12 mois, je trouve que c'est suffisant pour un deck qui est très fort. Ouais, mais avec une petite intervention, tu peux le faire durer un peu plus longtemps et que ce soit pas forcément le meilleur deck. Moi, je remets pas ça en cause et je trouve ça bien dans l'idée. C'est pas trop la problématique pour moi. Donc du coup, sur cette situation d'Aurora et sur les solutions qu'ils peuvent y apporter, je vous ai noté point par point un petit peu tout ce qui a été dit dans ce Dev Talk, que je n'ai pas regardé, dédicace à Gargash qui lui l'a regardé et a compilé les différents points à aborder. Premier point, ils ne sont évidemment pas contents du rush Living Legend de Aurora et reconnaissent leur erreur là-dessus. Pas mal. Donc ça, avoir une boîte qui reconnaît son erreur, c'est pas le cas de tous les culpa. TCG, ça moi j'aime bien. Au-delà de sa représentation en ProQuest, il n'était pas certain qu'elle soit clairement tier 1 lorsqu'il se penchait sur le taux de conversion du deck. D'où le fait qu'ils n'ont pas mis à la main, à la patte sur le ban à un instant donné. En gros, il était plus joué que performant. Le deck, il a été énormément joué, c'est le point suivant, parce que le playstyle d'Aurora a aussi eu raison d'elle-même. En gros, les gens, ils adorent les jeux aggro, et notamment les Runeblade, qui proposent une suite d'attaques de 0 pour 4. C'est un playstyle que les joueurs de Flesh and Blood aiment, et qui fait qu'énormément de gens ont joué le deck. Quand bien même le deck était peut-être tier 1, il se pouvait aussi, d'après eux, leurs statistiques, que les gens aient plus joué le deck que ce qu'il était raisonnable de le jouer en compétitif. Et donc, ce qui a apporté effectivement un lot de points supplémentaires qu'elle aurait peut-être pas gagné si les gens n'étaient pas particulièrement fans du deck, tu vois. C'est vrai qu'Aurora à jouer, c'était hyper cool, hyper plaisant, hyper...
vois, tu pouvais être débutant sur le jeu et t'amuser, tu pouvais être très fort sur le jeu et avoir un plafond de compétences hyper élevé. C'est un deck qui était hyper apprécié. Ça a participé à faire rusher le deck un peu plus. Ils disent aussi que les héros avec un talent ont tendance à être meilleurs que ceux qui n'en ont pas. C'est normal, ça fait partie du flavor. Donc forcément, sur l'équilibrage d'Aurora, c'est plus difficile parce que c'était une Runeblade qui avait un talent, le talent de la foudre, ce qui lui apporte du coup un peu de cartes plus important, quoi. Ils disent que Flicker Wisp, qui est une carte d'Aurora qui apporte des synergies bien particulières avec certaines autres cartes du deck, était quand même sur leur radar pour un potentiel ban en cas de besoin. Sauf qu'en fait, le rush a été tellement rapide que du coup, ils n'ont pas eu le temps de mettre en place le ban. Mais si il y avait eu besoin de bannir une carte d'Aurora, c'était cette carte-là qui était ciblée. Ok. Donc ils avaient quand même un œil là-dessus, mais comme ils le disent en amont, en fait, le taux de conversion du deck par rapport à son taux de représentation n'était pas si incroyable que ça. Donc ils n'avaient pas forcément d'incitation à bannir une carte à la base. Ils disent qu'effectivement le Living Legend System n'est pas parfait, notamment lié à cette situation-là, qu'ils ne souhaitent pas l'abandonner, mais qu'ils réfléchissent à éviter ces soucis en proposant un fixe du système à l'avenir. C'est bien, super. Hein. Je ne sais pas trop comment ils peuvent fixer ça, si ce n'est mieux équilibrer leurs héros, tout simplement. Bah, en fait, pour moi, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, je crois pas que ce soit le système le problème, je crois que c'était Aurora. Je pense que oui, mais ça révèle qu'un héros peut faire ça, potentiellement. Ça révèle qu'il peut y avoir cette problématique-là. En soi, même si ça a moins rushé, par The Mist Veil aussi, les héros sont quand même passés vite, en tout cas proches du Living Legend. Ouais, pas autant qu'Aurora, ouais. mais quand même assez vite. Donc c'est vrai que sur les 2 dernières années, du coup, c'est ça? C'est sorti il y a 1 an par The Mist Veil? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, non, la dernière année, du coup, tu as peut-être ce phénomène-là où ils se disent, bon, c'est vrai que ça va peut-être plus vite que prévu. Surtout quand tes anciens héros, ils prennent aucun point ou peu de Living Legend, et que c'est que les récents, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils prennent leurs points, ils dégagent. Et oui, il y a des héros qui restent un petit peu dans le fond, quoi. Voilà, forcément. C'est ça. Il n'y a pas trop la rotation qui est un peu mis en avant et qui est un argument de Flesh and Blood. Mais c'est de la rotation compétitive, c'est pas de la rotation. Si en gros ton héros il est nul, il peut rester nul pendant 5 ans finalement, quoi. C'est pas très grave. Ce qui est en fait, ce qu'ils veulent eux, c'est que ça rotationne sur les événements compétitifs. Oui, mais en fait, si jamais c'est nul, ça veut dire que ça concentre sur les événements compétitifs peu de decks. Et du coup, ça veut dire que tous les points vont être répartis en peu de decks, donc ils vont partir plus tôt. Ouais, mais du coup, c'est ce qui amène cette rotation sur les decks compétitifs. Sauf qu'ils veulent que le peu de decks qui est joué en compétitif, qui est à l'équivalent de tous les autres TCG, eh bien, ils rushent leurs points, même s'ils le rushent facilement, en 12 mois, minimum. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le rush en 3 ans, tu vois. Et c'est pas grave, en fait. C'est juste que si ton héros, il est fort, bah, c'est 12 mois. C'est ton seuil minimal. Ouais. En fait, c'est leur sécurité, c'est... On calcule pour que ça les gagne en 1 an max. C'est ça. Et à mon avis, le fixe qu'ils vont apporter, c'est déjà de mieux designer les héros et pas faire l'erreur d'Aurora, entre guillemets, en apportant un Armory deck qui push un deck qui est déjà bien. Et surtout, augmenter peut-être le compte de points de 1000 à 1200 en soi, tu vois. Je veux dire, je vois pas trop quel autre fixe ils vont pouvoir mettre en place. Ce que tu peux faire, mais ça c'est un peu des calculs presque en interne, c'est faire un coefficient de points en fonction du nombre de tournois remportés. Donc sur une saison, s'il y a beaucoup de tournois remportés par un héros, il engrange moins de points Living Legend. C'est-à-dire que tu as ça le ralentit en fait. C'est-à-dire que ton gain de points n'est pas linéaire, il est inversement exponentiel au nombre de tournois que tu as gagné. Ouais, en gros, s'il y a une saison où on voit que c'est 3 mois une saison, c'est ça? Ouais, mais c'est bizarre, non? Bah, en fait, ça fait qu'il ralentit naturellement. La saison d'avant, il a gagné beaucoup de tournois. Sur cette saison-là, il gagnera moins de points. On divise par, je sais pas, 0,6, un truc comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'au lieu de gagner 1 point par victoire, il va gagner 0,6 points. En fait, oui. Ça leur ralentit la vitesse à laquelle il va passer. Mais en même temps, le Living Legend, c'est un truc qui est compréhensible par l'entièreté de la communauté, qui est suivi facilement et qui est tenu à jour. Ça complexifie un truc qui est hyper lisible pour les joueurs, quoi. Bah oui, mais là, il faut le toucher. Donc, mais justement, ils sont pas sûrs qu'il faille le toucher. En gros, il y a le Corner Case Aurora qui a ouvert la question. Du coup, il faut voir si on doit le toucher ou si c'est Aurora le problème, quoi. Réfléchissent à éviter ces soucis en proposant un fixe du système. Pour moi, c'est qu'ils vont toucher le truc. Franchement, je sais pas, le fixe du système, ça peut, on ne fait plus on essaye de mieux designer qu'Aurora. Hein. Si la réponse c'est on va mieux faire la R&D, en fait, tu dois mieux faire la R&D dans tous les cas. Ça change rien. C'est pas... Tu vois, mieux designer des cartes, c'est le but de la R&D déjà. Donc, s'ils disent pas on a fait une erreur sur Aurora et c'est sûr qu'elle ne réarrivera plus,
Ouais. mais qui sont en mode, effectivement, le système Living Non. Legend fait que ça peut arriver. Oui, je pense qu'ils sont dans ce truc-là. Ça Voilà. peut arriver, effectivement. Genre, il y a eu les deux en fait. Ouais. Bah, pour moi, il faut trouver un truc. Je propose ça, c'est vrai que c'est un peu barbare, mais tu peux aussi caper des points. Tu peux dire par saison, tu peux gagner que tant de points. Tu peux gagner que X Donc points. ça veut dire que Ça, c'est un fixe qui est plus lisible. si Ça par me plaît exemple plus, ouais. c'est 1000 points, c'est ça? Ouais. Si tu gagnes 250 points par saison, ça Ouais, veut dire t'es que capé tu vas à faire ça, ce qui un fait an que du max, coup, quoi. mécaniquement, Minimum. tu feras forcément tes 1 an sur tes 4 Ouais. saisons. Ça, c'est un bon fixe, parce que c'est plus lisible pour la commu. Ouais, après, faut se pencher sur les points, savoir où t'en es. C'est plus chiant à traquer peut-être, mais je sais pas. Bah, Savoir. c'est quand même plus simple que de savoir que là, ton héros, maintenant, il va gagner que 0,6 points. C'est plus dur à compter. Ça veut dire que tes points sont en... Tu vas gagner des points qui sont en arrondi. Au lieu de gagner 10 points, tu vas gagner, je sais pas, 9,8 points. C'est Mhm. un peu moins bien. Donc, je pense que ça, c'est plus simple. Le fait que tu capes en fonction d'un nombre de saisons. Ouais. Mais du coup, le problème, c'est que la philosophie du Living Legend, c'est que ta rotation, elle soit naturelle. Là, avec des fixes, tu remets une part d'artificiel dans la rotation. Ben ouais, en fait, tu Et en fais fait, une rotation d'1 an sans le dire. Et tu pourrais ne pas te faire chier et pas faire de Living Legend. En fait, en gros, les TCG, ils ont deux choix. Ou ils se font chier avec du Living Legend et du coup, ça amène potentiellement cette problématique-là. Ou alors, tu te fais juste pas chier et tu fais une rotation artificielle comme 90% des autres jeux. Mhm. Si tu enlèves l'élégance de mettre en place une rotation naturelle qui a quand même une certaine âme, en mettant des fixes qui sont des pansements artificiels, Mhm. bah, dans ce cas-là, fais peut-être une rotation artificielle. Ouais, après, c'est juste une espèce de garantie. Hein. C'est plutôt. Quand il arrive Living Legend, c'est ciao. Par contre, on met une petite barrière pour éviter que. Pour garantir en fait tous vos héros. Il vient de sortir Gravy Bones, là. Ouais. Tu vas le jouer 1 an. Tu vas le jouer 1 an et pas 8 Il est mois. pété, tu vas le jouer 1 an. Il Bah, est vraiment trop pété, il va se prendre un ban pour c'est ça, endiguer. ils vont le bannir. Ouais. Et si il est mid ou pas ouf, bah tu vas pouvoir le jouer, mais Et je crois toute ta que vie, tu as si tu veux. raison. Leur formulation, c'est qu'ils veulent apporter un fixe à ça, mais alors que moi, dans mon prisme Ouais, de pensée, ils veulent c'est donner plus une garantie aux gens. Bah ouais, mais tu vois, mon prisme, c'est de... Bah en vrai, sur 50 jeux, l'erreur, elle est arrivée qu'avec Aurora. Ouais. Et si vous aviez banni une carte d'Aurora et pas fait un Armory Deck, il n'y aurait pas eu le problème. Je pense qu'il y a eu un enchaînement de Bah ouais. d'approximation Mais qui donc, a du donné coup, ça. est-ce qu'on pourrait pas acter que sans fixe, mais en interagissant sur Aurora, on n'aurait pas à se poser cette question? Ah, on nous dit, il y a déjà un système similaire, il y a 1500 points répartis sur toute une saison qui sont distribués en fonction du pourcentage de victoire d'un héros. Ce sera probablement ajusté au fil du temps. C'est-à-dire? Je n'ai pas plus d'infos, demi-pêche si tu en as plus dans le chat. Ouais. Mais, Lié à Flesh and Blood, tu parles? Apparemment, Donc c'est quoi? Vas-y, redis. il y a déjà un système similaire, 1500 points répartis sur toute une saison qui sont distribués en fonction du pourcentage de victoire d'un héros. D'accord, ok. Moi, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ouais, eux, ils savent combien il y a d'events, donc ils savent combien il y a de points qui vont être distribués. Ah oui, non mais oui, ok. Ils savent exactement quel est le nombre de points à répartir. Ouais, C'est le cap de points dédié à chaque RTN, à chaque PQ. Oui. Sauf que PL, toi, ton propos, c'était de caper par rapport à un héros. Là, Oui, en fait, par il héros, cape ouais. pas par rapport à un héros. Oui, ça, je suis au courant. En gros, dans ta saison, tu sais combien il y a de points à Oui, répartir. si jamais un héros il gagne tout, il a 1500. Mais ça Ouais. n'empêche pas un héros de tout gagner. Ok, Mhm. j'avais déjà l'info, mais c'est pas ce que tu dis. Toi, ce que tu dis, c'est de caper sur Ouais. un héros, pas de caper C'est les ça. points. Après, ça peut faire des trucs bizarres où le héros il gagne tous ses points max très rapidement. Ça veut dire que les gens ils se disent bon bah du coup vu qu'il est full point, on en profite et il le joue à fond. Vu qu'il a déjà le max de points, tu vois ce que je veux Ouais, dire. Il n'y a pas le côté on ralentit pour pouvoir jouer le héros plus souvent. Mais selon moi, compétitivement, si un deck est meilleur, les gens vont le jouer peu importe. C'est ce qu'a fait Menguchi, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont un peu pleins. Il est en mode bah, j'étais obligé de jouer ça compétitivement. Enfin, je me suis senti obligé de jouer ça compétitivement et en plus j'aimais le playstyle. Il se trouve que très rapidement il a été banni, j'ai pas de héros pour lui succéder. Du coup là, c'est vrai billet quoi. Hmm. Enfin, vrai billet pour jouer le deck, vrai billet pour en jouer un autre. Ouais, ok. Donc je pense qu'effectivement le KP, ça revient comme tu dis à une rotation Ouais, c'est un peu plus artificiel que la. artificielle, mais que dans le cas où le héros va vite. S'il dépasse l'année, C'est censé être ça naturel. n'a rien changé par rapport au Living Legend habituel. Peut-être. J'avais quand même le sentiment, quand juste mettant des bans sur Aura, d'avoir été un peu moins attentiste. Moi, je trouve qu'ils ont été. Genre, ils avaient Flicker Wish sur les radars et ils voyaient que le taux de conversion n'était pas élevé, mais ils voyaient que la représentation PQ était énorme. C'est mathématique que les points allaient être engrangés énormément. Ils pouvaient faire aussi un patch d'équilibrage en mode bon, les gars, Flicker Wisp, c'est ban. Mhm. Et en vrai, on discuterait peut-être pas de tout ça. Donc, je suis un peu mitigé Ouais. sur cet argument-là. On verra bien. Tu vois, avec ce ban, est-ce que En fait, j'admire tellement ce système de LL que je trouve ça dommage qu'à cause d'Aurora, on vienne le remettre totalement en cause, tu vois. Ouais, effectivement. Mais c'est comme pour le prix des cartes. Je l'ai vu passer, je sais pas, bah, c'est peut-être là, c'est peut-être noté. Ouais. Le prix des cartes qui est trop élevé. Mais j'en et- reviendrai, c'est un peu le point d'après. Ah, c'est dans le truc, ok. Ouais, d'accord. ouais, tout à fait.
Bah, du coup, ça me fait penser à ça. Ok, d'accord. Ben, on en parle juste après, je finis sur les points. Ouais. Ils ont garanti, cela dit, pour satisfaire la communauté qui était déçue d'avoir perdu Aurora et donc du coup les cartes Lightning, Runeblade qui n'étaient plus jouables actuellement, parce que vous pouvez jouer d'autres Runeblade, mais pas des Runeblade avec le talent Lightning, à part en Living Legend. Ils garantissent le retour d'une Aurora V2 designée pour mai 2026. Donc dans un an, les joueurs pourront rejouer les cartes qu'ils ont appréciées dans Aurora, vu que c'était un héros qui était très apprécié. Attention au rework, One Piece font ça et... Ouais, je pense qu'ils sont meilleurs que One Piece là-dessus. C'est pour s'amuser, quoi, qu'il y a des reworks. Mais ouais. Ils ont aussi rappelé donc leur volonté que les héros, la durée de vie d'un héros oscille entre 12 et 18 mois. Et dernier point, ils sont d'accord pour dire que le prix d'entrée du jeu est devenu trop cher de par le prix de certaines staples génériques et ils garantissent des reprints de gros calibre, notamment dans les expansion slots futurs. Dans ICES notamment, le Codex est très attendu, c'est une carte qui cote 80 € et qui est donc du coup, qui est hyper, un peu un gros paywall pour jouer Ranger notamment. Et donc ça permettrait de pouvoir rééditer ce codex-là. Les reprints sont dans des expansion slots, donc ça ne va pas non plus dévaluer totalement le prix des cartes pour ceux qui les ont déjà. L'idée, c'est quand même de trouver un bon ratio entre eux. Ils veulent que leurs cartes cotent à Flesh and Blood, mais ils veulent aussi quand même que les staples génériques soient plus accessibles pour tout le monde, pour que le paywall soit un peu plus bas, et que pour jouer Ranger, tu ne sois pas obligé de dépenser 200 balles de Codex of Reality, quoi. Tout à fait. Et c'est très bien. À voir si les reprints suffisent, parce que quand c'est sur des slots comme ça, que du coup c'est pas beaucoup reprint pour pas trop impacter le marché. En fait, ils veulent un entre-deux, ils veulent pas que ce soit Yu-Gi-Oh! Tu vois. Ils veulent pas que ta carte elle soit reprint 5 fois et qu'au bout de 5 fois, elle soit passée de 100 € à 10 centimes. Faut trouver le juste deux. Quand on arrive à dire, là le jeu il est cher, faut qu'on fasse quelque chose, je trouve qu'il faut quand même y aller un peu, tu vois. Ils l'ont dit. Sans tuer le prix de la carte. Non, mais je suis d'accord. Tu peux faire un petit moins 30, moins 50% du prix. Ils l'ont dit, vous inquiétez pas pour les reprints, c'est prévu, on a conscience de ça, il y a du reprint qui arrive. Posca qui dit on est sur une moyenne de 850 pour un deck compétitif, 600 pour le moins cher, 1500 pour le plus cher. Ouais, ce qui est du coup trop cher, mais le problème de ça, ce qui est très cher, c'est que c'est concentré seulement sur des cartes génériques que tu recycles sur plein d'autres decks. Donc un joueur de Flesh and Blood régulier, il n'est pas choqué de ça parce que quand il switch d'un deck à un autre, il y a déjà une base. Il y a 500 balles de cartes génériques, ce qui fait que pour rejoindre un autre deck, finalement, quand tu as déjà cette base générique, ça te coûte que 200 €. Pas réinvestir la même somme. Donc en fait, quand tu joues à Flesh and Blood, tu as moins conscience de ce problème-là, tu es plutôt récompensé même à avoir un prix de générique. Mais c'est le ticket d'entrée. Pour les gens qui rentrent, c'est effectivement trop cher et ils ont conscience de ça. Ouais. C'est pour ça que les Armory decks sont cool. Et je trouve notamment que niveau des génériques, si jamais vous écoutez LSS, ce qui pourrait être fait, c'est que les staples, donc cartes de jeu, effectivement, ils sont reprint, ça fait baisser le prix, mais qu'il y ait beaucoup plus d'équipements spécifiques. Parce qu'un équipement générique qui coûte cher, comme la tunique, on l'a vu au début du jeu, ça forcément, même si une fois que tu l'as, genre quand on te dit, alors ton deck c'est 80 cartes, celle-là c'est 200, et il te la faut. Alors, et forcément, ça. D'expérience, c'est plus trop le cas. D'expérience, quand tu regardes Flesh and Blood actuellement, ils sont beaucoup moins justement générique oriented sur tes stuff d'équipement. Il y a eu une période où si tu n'avais pas ta Crown of Dominion et ta tunique, du coup c'était un peu dommage, tu avais un peu de Winrite en moins. Maintenant, toutes les classes ont vraiment des équipements qui sont quand même hyper génériques. Tu peux avoir dans le side, qui sont hyper spécifiques, Tu peux avoir dans le side des équipements génériques. C'est rare qu'il n'y ait pas une tunique dans ton side, mais c'est pour des match-up grindy qui répondent à un méta ou à un affrontement bien particulier. Moi, je sais que là, dans Florian, j'ai aucun stuff générique dans Florian, je crois. Tout est spécifique. Comme dit Posca, en fait, c'est aussi la rareté. Si jamais c'est générique, mais que c'est pas une très grosse rareté, c'est pas gênant parce que ce sera pas cher. Ouais. Non, mais moi, ça me dérange pas qu'il y ait des légendaires génériques qui cotent un peu, mais par contre, effectivement, ça me gêne qu'elles soient obligatoires dans tous les jeux. Non, maintenant, la plupart des héros ont des trucs bien spécifiques à leur classe, quoi. Ça, c'est pas mal. Ok, très bien, Flesh and Blood. Toujours masterclass, hein. Même dans les erreurs. Dans les bévues, c'est masterclass. En tout cas, en com. Masterclass, oui et non, parce qu'Aurora, c'est une vraie connerie, quoi. Ouais, mais sur la durée de vie du jeu, il y a eu 2 vraies conneries. C'est Starvo, mais qui a très vite disparu. Oui. Et Aurora, qui au final, à pas grand chose près, on s'en rappelle comme d'un deck furtif, mais qui a fait quand même son petit temps. Ceux qui ont joué Aurora sont régalés, c'est un vrai bon jeu. Hein, mais... S'il y a 4 mois, non même pas, il y a 2 ou 3 mois, il y a un petit ban. Peut-être qu'elle se prend une petite saison de plus et on est bon. Peut-être qu'elle prend sa petite saison de plus et on râle moins. Ouais. Comme je te disais, moi, c'est mon propos, c'est si des prédateurs naturels de certains decks vont sortir, typiquement dans ICES. Et ouais, là, tu vois, elle est partie avant ICES, c'est tu peux pas le savoir. Problème. Donc, c'est ça où c'est frustrant, où tu te dis, la méta,
ça aurait pu être totalement différent si le héros était encore là. Mhm. Genre, il serait resté là, mais peut-être en tier 1.5, tier 2. Bah là, on ne sait pas, il est juste parti. Et vu qu'il part, peut-être que d'autres decks reviennent, qui vont, eux, Ah là, faire la niche déjà là, le au deck méta a d'Ices. totalement shift. Donc, Instantanément. Avant même la sortie d'Ices, la disparition d'Aurora, ça a modifié tout le format. ça, c'est une data où ils peuvent vraiment pas faire grand-chose au design, attention, Ben non. la durée à laquelle le deck va être Living Legend. Du coup, Ah, ils peuvent, à l'heure actuelle. ils peuvent savoir un peu ce qu'est push quand même. Ouais, mais c'est dur de savoir à quel point les gens vont jouer. Tu vois, typiquement, un deck comme Aurora qui est cher, ils peuvent se dire, bah, vu que c'est cher, il y aura Ouais. peut-être moins de gens. Alors que là, non, pas du tout. Hmm. Donc, s'ils se disent, Aurora, ça va vivre 2 ans parce que ça va être fort au début, au bout d'1 an, il y a Gravy Bones qui sort. Je Et pense ça va parce être un que j'aime bien. counter. Oui, bien sûr. Voilà. Admettons que sur un counter d'Aurora, Et elle tu te dis, vivra putain, naturellement son c'est temps. nickel. Et en plus, beaucoup de gens vont jouer ce deck-là parce qu'ils aiment Nécromancien, Pirate et tout. Salut. Ce qui est vrai. Et ben en fait, non. Ah merde, ça allait trop vite. Et du coup, dans leur design, peut-être que ça fausse tout. Parce que du coup, Aurora, Ah bah, qui devait complet, ouais. protéger Gravy Bones en étant battu par lui, n'est plus là. Donc derrière, ça leur demande d'autres bans, d'autres équilibrages. Bon, ils peuvent le faire, évidemment, mais Oui, oui. plus un TCG doit intervenir dans son metagame, moins c'est bon. Plus c'est lourd pour les joueurs, quoi. En fait, quand tu sens la main de l'éditeur à Ouais. la fois sur ta T'attrapes rotation, comme ça, sur hop. tes bans et sur ton metagame, c'est le cas de Konami, bah ça en fait pas une qualité. Mm. Yu-Gi-Oh a plein de qualités, mais pas celle-là. Tu sens vraiment la main de l'éditeur qui te dit non, il faut que tu achètes cette nouvelle extension. Non, tu n'as plus le droit de jouer ça, on la banne. En fait, Ouais. toute la rotation et Ah ouais. l'équilibrage est mixé par la main de l'éditeur. C'est- Et c'est ce que j'apprécie chez LSS, d'où le Ouais. fait que ça m'emmerde un peu que ce système de Living Legend finalement soit un peu remis en cause parce que ça reviendrait à être un peu plus artificiel. Peut-être que ça sera le cas. Et dans ce cas-là, tant pis, ils auront essayé d'avoir cette élégance de ne pas être trop interventionniste. Ouais, tout à fait. Mais c'est dur. Petite séquence label carte. Ouais, on est parti. Vas-y, je peux te laisser présenter Ouais, ça. vas-y. J'ai choisi par rapport au thème. Oh putain, j'ai fait pareil. La même? Bah ouais. Non, pas la même, mais. Ah bah oui, forcément. On est sur du petit Naruto Kaiju, qui est une carte promo pour les 20 ans du studio Pierrot, si je dis pas de bêtises, et qu'elle régale. C'est un de mes artworks préférés de Naruto Kaiju. C'est vraiment pas une carte qui cote très cher. Non, c'est une Maintenant, promo, ouais. maintenant peut-être plus, mais en tout cas à l'époque c'était 15-20 euros, quelque chose comme ça. Gradé par CCC, qui sont une rare société qui grade du Naruto Kaiju, donc ça fait plaisir. Et juste magnifique. Masterclass. Le dos de carte, bon, on passera par contre. Hein, c'est un dos de carte vraiment très. Comme Ouais. tu disais tout à l'heure, avec des stats et tout. C'est pas beau. Ouais. Mais Ils ont pas mis l'artwork le est dos de carte des extraordinaire. hautes raretés, c'est un peu dommage. Ouais. La petite télé, le petit Gamakichi, je crois, qui est dedans. Ouais. Ouais, Gamakichi. Un peu en mode vie à la cool. Via la cool tranche de Presque vie. pyjama, tranche de Slice vie. of life. Et des Qu'on petites adore dans échoppes Naruto. derrière. On adore évidemment. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. J'adore cette carte. Très très cool. Bah écoute, j'ai aussi pris une carte Naruto Kaiju pour faire Ah. référence au thème. Hop, cette fois-ci là, c'est pas une carte promo justement, c'est une espèce de C'est un bangers. une chase card comme on appelle un bangers. C'est un banger. C'est la, je pense, la CR la plus cotée, la plus représentée. CR, c'est un type de rareté que les gens apprécient beaucoup. Pareil, gradé chez CCC en Gold Label. Et là, donc, on a Tsunade, la princesse, Elle est magnifique. qui est magnifique, qui est, je pense, une des plus belles CR de par à la fois le charisme du personnage qui est au centre, mais en même temps pour tout le décor dans lequel elle est présente, avec tous ces effets de foil, de liseré diamanté et tout. C'est beaucoup de relief, beaucoup de texture. C'est un gros travail de composition Naruto Kaiju qui est quand même très réussi. Et tu peux montrer le dos de carte là, qui est quand même un peu plus sympa, je trouve, un peu plus d'autres cartes, chouette, quoi. finalement. Voilà. Ouais, Pour c'est vrai que vous que voyez un petit peu à quoi ça ressemble du Naruto Kaiju. c'est très très beau. Je pense qu'on a bien vu les effets de foil. Ouais. Faut trouver l'angle pour les montrer, mais. J'ai très bien montré ce genre de carte sur Instagram si vous voulez aller voilà. voir. Là, regardez là. Ah, je l'ai bien là. Ouais, c'est Hein, c'est beau. C'est beau. C'est très très chouette. Et je me permets de fermer la porte une seconde. Hop. Pendant qu'on enchaîne avec la suite. Ouais, ensuite avec la prochain sujet, Lorcana. Lorcana, Ouais, tu brièvement. d'ailleurs a fait une vidéo qui décrypte toutes les nouvelles actualités de Lorcana. Tu peux mettre la miniature. Vous pouvez aller voir ça Bien sur la sûr. chaîne dédiée à Lorcana. Vous Boum. aurez plus d'informations. Et pour ceux qui ne nous suivent pas sur Lorcana mais qui veulent suivre l'actualité multi-TCG, on remet vite fait un mot là-dessus. Et oui. Je te laisse un petit peu décrypter toutes les news et je donnerai juste mon avis sur la rota. Tout à fait. Alors, pas mal de news. Je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo si ça vous intéresse parce que c'est très dense. Notamment, il y avait des petits reveals, etc. Ça fait plaisir. Le gros a été surtout mis sur l'extension de septembre, donc les 2 ans du jeu, Fablet, qui s'appelle Fabuleux, je crois, en français, Ouais. version française. C'est marrant comme un adjectif.
pour un nom d'extension, mais ça marche. Fabled, ça apporte des rééditions, les premières rééditions du jeu. Et quelle réédition, puisqu'il y a plus de 50% du set qui sera composé de rééditions avec les mêmes raretés. C'est le petit bémol, c'est un peu dommage. Hein. Donc les légendaires que vous avez déjà, vous allez pouvoir les rouvrir pour votre plus grand plaisir. Le même skin exactement, par souci de lisibilité, donc ça c'est pas mal. Un joueur qui arrive et qui découvre le jeu, il va pouvoir comprendre, même si tu joues avec les anciennes cartes, parce qu'elles seront légales. Par contre, pour ceux qui les ont déjà, il n'y a pas d'intérêt à les récupérer, c'est exactement la même chose. Des nouvelles raretés, avec les raretés épiques, qui seront un peu plus rares que les légendaires, mais moins rares que les enchantés. Je comprends pas cette rareté. C'est un petit hit en plus, c'est pour te dire, à mon avis, il va y en avoir un peu plus une par boîte. Je comprends pas le visuel de cette rareté. Genre en quoi c'est plus beau ou différent d'une enchantée. On dirait les enchantés du premier set. Qui sont plus moches que les enchantées récentes. Ouais, effectivement, surtout que c'est les mêmes artworks que les cartes de base, mais la frame est ouverte en bas et pas de frame en haut. Je comprends pas cette trouve rareté. Ça sympa comme carte. Genre, je pourrais pimper par exemple avec ça, bon, si c'était pas hors de prix. Mais je trouve ça un petit peu dommage d'avoir pris les artworks de base. Quand même, ils sont jolis. Bah, mais des nouveaux artworks. Et même la frame, hein. En fait, tu peux pas faire une frame qui est, je le trouve, moins esthétique et moins grandiose. En fait, une épique, c'est censé être plus rare qu'une enchantée, donc avec une frame qui est plus rare qu'une légendaire. C'est moins rare qu'une enchantée. Ah, c'est moins rare qu'une enchantée. Ok, d'accord. C'est un peu plus compréhensible alors. C'est entre les deux en fait. D'accord. Et donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait que les épiques, c'était les enchantés des premiers sets. Maintenant, on a des très belles frames sur les enchantés, parce que ça ressemble un peu quand même à une enchantée. Ça ressemble un peu, ouais. Il y en aura 18 par set. Je crois que c'est que pour des reprints pour Fabled. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, il y en aura 18 différentes. Je trouve pas ça hyper esthétique. Alors que les enchantés actuels, je les trouve magnifiques. Ah, ils ont fait un taf sur les 2 dernières extensions, là, c'est délirant. Et sur la nouvelle rareté qui a annoncé la rareté fabuleuse. Extraordinaire. Très très belle. Fabled, du coup, du nom du set. C'est iconique, pardon. Iconique. Le nom de la rareté, excusez-moi. Il y en aura 2 par set. Là, évidemment, c'est Mickey et Minnie. Ils nous ont pas montré Minnie, mais vu que l'artwork, c'est ces 2 personnages-là, on suppose que c'est ça. Il y a un traitement sur une couleur qui est mis en avant. Là, ce sera le rouge. Je ne sais pas si ce sera le cas tout le temps. Donc le rouge des bisous qu'on voit sur Mickey par-ci par-là, il est vachement plus flashy et il le sera. Il y a un pattern holographique comment ça s'appelle, de logo en fait, l'espèce de logo du lore. Enfin, il y a différents logos qui seront un peu comme les cartes qu'on appelait Louis Vuitton sur Magic. Le fait que tu aies le logotype qui est réimprimé sur toute la carte, tu as effectivement Pokémon qui fait ça avec les reverse. Je suis pas hyper fan de ce genre de petits délires là, mais cela dit, ça a l'air d'être quand même un peu plus discret, un peu mieux appliqué sur la carte Lorcana. Ça, ce sera très très rare. On ne sait pas la rareté, mais plus qu'une enchantée. Donc je trouve ça très très beau en tout cas. Déjà que j'ai ouvert plusieurs cases, donc 4 boîtes avec 0 enchanté. Tu vas pas ouvrir d'iconique. Donc ça c'est. Ou alors peut-être que la rotonde va tourner. Hein. Je te le souhaite. Hein. Je me le souhaite. En tout cas, c'est très beau. Ça, autant les épiques, je valide peu, autant l'iconique, je la trouve vraiment très très belle. Autre information, c'est forcément s'il y a beaucoup de rééditions, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a la rotation. Avec le 7-9 rotation du coup qui commencera à partir de ce mois de septembre et qui aura lieu tous les mois de septembre. Très classique, hein, on ne va pas réinventer la roue, ça marche ailleurs, on va faire la même chose. À chaque mois de septembre, toutes les extensions, les 4 plus vieilles extensions dans le format qu'on va appeler standard ne sont plus légales et les nouvelles extensions de cette année du coup rentrent dans la ronde. Donc là en septembre les extensions 1, 2, 3, 4 ne sont plus légales, seulement les extensions 5, 6, 7, 8 et 9 avec du coup Fabled. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rééditions, parce qu'en fait ça réédite les extensions 1, 2, 3, 4, enfin des cartes de chaque extension 1, 2, 3, 4, pour continuer d'avoir en fait cette espèce de cœur du jeu qui peut être important, parce que sinon il faudrait faire des nouvelles versions des cartes, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire Ravensburger. Donc c'est pour ça. Donc pour vous remettre au jeu, ou vous mettre au jeu, l'extension de septembre c'est extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Vous aurez une base de beaucoup de decks avec cette extension. Vous aurez aussi des nouvelles cartes pour de nouveaux archétypes qui seront soit pushés parce qu'ils vont survivre à la rotation, soit qui vont fleurir avec justement d'autres cartes qui vont s'en aller. Et si vous voulez vous remettre au jeu et qu'il vous reste des cartes des premiers chapitres, il y a de grandes chances que vous ayez certaines des cartes qui sont toujours jouables. Donc ça c'est pas mal.
C'est important de mettre un mot sur la rotation parce qu'il y a des gens, moi, qui me demandent même en live, ah, t'as vu la rotation pour l'Orcana, t'en penses quoi? C'est vrai qu'on n'a pas débriefé ça vraiment. Et Ouais. ça m'amuse que les gens me demandent ce que j'en pense, comme s'il y avait possibilité d'avoir un avis négatif sur une rotation. Et donc j'aimerais expliquer peut-être pour ceux qui ne le connaissent Effectivement. pas comment fonctionne le monde des TCG. En fait, les TCG ont tous, quoi qu'il arrive, de manière brutale, artificielle ou naturelle, une rotation. Ce que vous voulez, c'est que votre rotation, elle soit la plus douce possible. Une rotation artificielle, c'est pas hyper élégant, mais ça fonctionne très bien, et ce depuis des années. Ça permet de l'anticiper, de l'avoir arrivé, de savoir quand te mettre au jeu, de savoir ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre. Ça donne un timing. Les jeux qui n'ont pas de rotation, en fait, vous avez une rotation. C'est juste que vous ne le savez pas. Elle se fait de manière brutale, par des bans ou par du power creep. Le power creep, ça invalide toutes vos cartes précédentes. Et la banlist, ça vient charcuter le format pour dire tu peux plus jouer ça parce qu'on veut vendre nos nouveaux sets. Donc en fait, quand on me demande je pense quoi de la rotation, il n'y a pas de scénario où c'est pas bien une rotation. Et je trouve que c'est difficile de défendre le contraire. Ouais. Tous les jeux ont besoin de se renouveler. Un jeu qui n'a pas de rotation, c'est un jeu de société. Un TCG ne peut pas ne pas avoir de rotation. C'est un jeu qui va te demander de récupérer des cartes qui sont plus en distribution chez tes revendeurs. Donc ça veut dire marché de l'occasion. Ce qui est déjà le cas pour beaucoup de joueurs. Sauf qu'il y a des joueurs qui ne savent pas forcément, n'ont pas envie. Mais Ils même veulent pas, récupérer parce leurs cartes qu'un comme ça. éditeur, il veut quand même te vendre ses nouveaux sets. Donc dans tous les cas, un jeu qui n'a pas de rotation comme Yu-Gi-Oh, en fait, Ouais. il fait une rotation par la banlist. Oui, Quand il tu crée joues des ça archétypes artificiellement. trop anciens, Ouais, il les bannit pour que tu puisses jouer les archétypes plus récents. bien sûr. Et ensuite, ils leur mettent au bout C'est du jour. le but du TCG, c'est qu'il y ait une rotation quoi qu'il advienne. Ouais. La manière la plus simple et la plus douce pour la communauté et la plus facile à gérer pour l'éditeur, c'est la rotation artificielle Ouais. qu'a mis en place l'Orcana. Donc c'est bien en fait, il n'y a pas trop de débat Non. là-dessus. C'est que du bon. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit point négatif à la rotation, c'est qu'il y a un aspect financier qui est plus le même. Ça veut dire que tu as des extensions qui restent plus longtemps que d'autres, donc c'est mieux d'investir sur certaines, c'est moins bien d'investir sur d'autres. Les extensions qui restent moins longtemps, les cartes coûtent plus cher parce que les gens achètent moins. Donc ça a un impact quand il n'y en a pas, tu vois, parce que c'était pas annoncé dès le début. Forcément, ça a cet impact négatif-là. L'aspect négatif, c'est un Mais aspect qui est- subjectif qui est très personnel, mais je trouve que ça vaut pas argument par rapport au bien commun, au grand Ah oui, ensemble de la suivi C'est du pas pour ça TCG. qu'il faut pas en faire. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, que ce soit toi ou moi, évidemment, à la rotation, toutes les cartes que nous, on a acquis depuis le début du jeu vont perdre de la valeur. Mais entre ce qui est mal pour l'individu pur qui a récupéré ses cartes et ce qui est bien pour la suivi du jeu à long terme, Ouais. on va valoriser la suivi du jeu à long terme. Et je précise d'ailleurs, parce que c'est vrai que du coup, dans tous les TCG, il se passe ça, mais il faut le repréciser. Il y a un format pour jouer toutes les cartes qui ne passent pas la rotation. Évidemment. C'est pas juste, vous voyez vos cartes là, vous pouvez les foutre. Et ça, dans le classeur. la rentabilité ou la perte que tu vas subir sur tes cartes à la rotation, elle va dépendre d'à quel point ce format-là il est populaire. Il est annoncé comme compétitif. Si ce format-là il est populaire Et et il y aura soutenu, des DLC comme ça. vous perdrez pas trop de valeur sur vos cartes. Selon moi, par contre, il n'y en aura pas d'événements de grande envergure sur ce format avant milieu d'année prochaine. Donc dans un sinon, an. on aura l'impression de jouer. Voilà. Parce que le but, c'est que les gens qui veulent continuer à jouer, ils peuvent, mais de mettre en avant quand même tes nouveaux sets. Tout Et à du fait. coup, si tu veux montrer aux gens, notamment avec un cast, que l'autre format il est cool aussi, il faut qu'il y ait Il faut une qu'il soit vibe. assez différent de ce que tu as connu. Alors, en fait, il faut les deux. Il faut qu'il y ait La nostalgie. la et- nostalgie de Mm, ah putain, c'est vrai que c'était bien, j'aimais bien quand je jouais bleu-rouge objet, là je pourrais le rejouer, c'est vrai. alors que là je peux le plus. Et aussi le côté ah, et c'est quoi le deuxième deck? C'est plus Steel Song en fait, c'est ce deck là. Ouais, Maintenant, c'est le hyper mix fort. 2, c'est à la fois exotique avec une découverte Voilà. qui t'incite à aller voir à quoi ressemble le format, mais en même temps, j'ai mes premiers amours. Moi, j'ai Voilà. adoré jouer Violet Gris Boons. Je Donc, sais que dans ce format-là, je peux jouer Boons. Quoi. Il faut, tu vois, il faut le Il faut ce savant mélange, tu as tout à fait il faut bien raison. le timer de regarde ça. Toi, tu Et t'aimais bien? Viens. Toi, Et tu connais ça pas? Viens aussi. devrait préserver la valeur de certaines de vos cartes si elles ont valeur à être jouées Et- compétitives dans ce jeu. Avantage, même si là je parle alors que c'est même pas encore en place, il n'y a même pas eu la première rotation. Je pense que le format Living Legend Infinity Construct, il s'appelle, de l'Orcana. Donc vous pouvez jouer toutes les cartes avec une banlist, à part d'ailleurs, qui ne sera pas la même banlist. Donc Flaversham, on pourra le rejouer par exemple. Je pense que ce seront des decks qui coûteront pas beaucoup plus cher qu'un deck classique. Non, probablement pas. Vu l'écosystème financier de l'Orcana, je pense que si jamais vous vous dites ah bah moi je préfère acheter un deck et vraiment le garder longtemps, vous pouvez acheter le Steel Song du coup ou le bleu rouge, peu importe de ce format-là, et juste acheter les petites nouvelles cartes qui arrivent et vous allez garder très Ouais, c'est longtemps. comme les formats éternels Et dans qui coûtera Magic, pas plus cher. ton prix d'entrée. Admettons que le prix d'entrée soit plus cher, ce qui est même pas sûr. Ça dépend de la popularité du format. Si le format est très populaire, le prix d'entrée sera plus cher parce que les cartes plus vieilles et plus disponibles. Bien sûr. C'est le cas du moderne. Mais par contre, effectivement, tu changeras moins rapidement de deck et tu auras un suivi C'est qui ça. est quand même beaucoup plus simple.
C'est la différence entre les formats éternels qui ont un prix d'entrée plus élevé mais un suivi plus simple, et le format standard qui est le format de base qui lui a une rotation assez régulière, mais qui fait que effectivement le prix de tes cartes est censé être plus accessible parce que les cartes sont plus disponibles. Ouais, Tout ça pour rappeler que la rotation en fait c'est un peu obligatoire. Voilà. tout à fait. On n'a pas trop le choix finalement. Oui, oui, on s'en doutait, c'est juste qu'ils l'ont annoncé très tard. Ça, par contre, Ah, moi je trouve pas justement me demander et le timing. Bah écoute, Star Wars l'a annoncé au 7.3, Ce qui est One très Piece tôt. l'a annoncé au 7.12. hmm. J'ai dit bah du coup ils sont cool au 7.7, alors qu'à là ils sont dans Mais- l'entre-deux je trouve. Mais je crois que One Piece, t'as plus de sets légales en même temps. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont annoncé un peu plus tard. Parce Ah ouais qu'il y a 4 sets qui sortent l'année prochaine quand tu auras OP13. Ah oui, Donc, oui, ça veut du dire coup qu'il y tu auras aura- mécaniquement un peu plus de 7, Il mais y aura 9 sets plus les EB, donc il y aura 11 sets. je trouve qu'ils sont au moment de la rotation. dans le bon timing, moi je trouve ça ok. Toi t'aurais voulu qu'ils l'annoncent dès le début, il y aurait une rotation? Non, pas forcément dès le début, mais je trouve que après les DLC américains et européens, Ok, c'est un bon timing. d'accord, ok. C'est un bon timing pour annoncer ça. Là, c'est vrai que quand ils t'annoncent ce qu'il y a dans Fable et en même temps la rotation, t'es un peu en mode ah ok, donc c'était prévu depuis un moment, mais juste vous avez rien dit. Hmm. Alors que s'ils avaient annoncé la rotation et après on dit au fait dans Fable, il y a vos cartes, et t'es en mode ah ok, bien joué. Après quand c'est pas le cas de tout le monde, j'entends. Quand t'as une expérience TCG, tu sais que le jeu ne peut pas exister sans. Mais nous on s'en doutait. Mais du coup, rotation, ouais. en fait, je commençais à me dire il y aura pas de rotation cette année et ça va être 3 ans, un peu comme Magic. Ouais, ok. Là, c'est vrai que c'est un peu hop là. T'as déjà précommandé à Jafar? Ah bah tu peux en jouer qu'un an avec. Ah merde. C'est vrai. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir, mais voilà. Ah non, un maximum de plaisir d'ailleurs. Star Précommande Wars. disponible sur labelcard.fr pour le règne de Jafar, maintenant, oui. là, actuellement. Eh N'hésitez oui, pas à aller faire régalez-vous. un tour. Star Wars, très rapide. Ouais, c'est quelques infos. vraiment de la news. Déjà, il y a eu le secteur qualifier de Lille qui a réuni quasiment 900 joueurs. Ça Lille. fait plaisir, un des plus gros secteurs qualifiers du monde, si ce n'est Quasi le plus plein. grand. Donc quasi plein, beaucoup plus du coup que les secteurs qui faisaient 5 ou 600 joueurs en Italie. Donc la France C'était déjà pas mal. est un pays consommateur de Star Wars Ouais. et ça fait plaisir, jeu que j'apprécie particulièrement. Donc Très je voulais bon le jeu. mentionner. Très bonne méta en plus après l'équilibrage et les bans Ouais. qu'ils ont mis en place. C'est quand même assez divers et varié, même si on a Sabine quand même qui Ah, Sab, qui qu'est-ce que fait reste, encore Sab? Sabine qui reste quand même un peu dans le top of the top, mais Mais c'est c'est ça. deck aggro, Sabine. ouais, ça reste jouable. Il y a des decks qui ont émergé qui étaient C'est un peu ok. inattendus, genre Kira Control, magnifique en 60 cartes avec une base à 33 PV, exceptionnel. Attention, je peux faire n'importe quoi moi, pour des choses comme ça. Et ouais, donc c'est plutôt très sympa. Et je voulais juste mettre vite fait la petite lumière sur le nouveau set dont on vous a déjà parlé et dont on a Oui. déjà annoncé la sortie pour début juillet, qui s'appelle les Légendes de la Force. Et je pensais que ça allait se concentrer sur la prélogie, Anakin. J'ai pas la boîte, j'ai perdu le lien. C'est pas grave, vous aurez pas la boîte. Ah oui, non, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, je pensais que c'était sur la prélogie avec Yoda, avec Anakin, avec Qui-Gon Jinn, qui sont les premières cartes qu'on a vues. Et en fait, non, les Légendes de la Force, ça brasse assez large. Ils ont introduit des personnages d'univers étendu, Mhm. particulièrement chers aux fans de cet univers étendu. Tu sais, c'est pas l'univers étendu Lucasfilm, c'est l'univers étendu des jeux vidéo, des romans, Ouais. tu vois, il s'ouvre à ces perspectives-là, un peu le Dragon Ball Heroes de Dragon Ball, que moi je connais peu, mais dont je sais, pour avoir un peu parcouru des vidéos théories et tout, que les fans en sont assez friands. Tu vois, par exemple, quand tu as des Mm. vidéos qui était le site le plus puissant et compagnie, et que Ouais, ça ouais. compare un peu les senior sites, bah tu vois, Darth Revan, c'est un gars que tout le monde adore, ou qui est hyper attendu, ou qui est reconnu comme un des senior sites les plus puissants. Ok. Et donc ces cartes-là apparaissent dans les légendes de la Force. Donc on a en exemple un leader qui sera donc Darth Revan, qui est un leader mono noir. Ok. Assez étonnant. Stylé. Vous avez notamment une légendaire qui sera donc Monsieur Darth Malak. Pareil, c'est des figures emblématiques Très stylé. des univers étendus de Star Wars. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent chercher ce type d'univers qui a un peu été balayé. En Mm. gros, c'était des univers qui étaient canon ou pas canon. Ouais. Et quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont dit ok, là tous vos univers étendus, canon, pas canon, c'est du multivers, c'est plus Ouais. dans notre canon à nous, tu vois. Faites ce que vous voulez, nous on prend que Nous, ça on va pas prend exister. que ce Ouais. qu'on veut, ça n'a pas existé. Oh, ils l'ont quand même rangé dans une catégorie, pas ça n'a pas existé, mais c'est sur Terre 2, tu vois. Ouais, ouais. C'est le what if un peu de C'est Star un Wars. peu le what if, je sais Mm. plus exactement comment ils l'ont wordé. Et en fait, bah, du coup, ils vont piocher dans L'univers étendu optionnel. ces univers étendus optionnels dans Star Wars. Et je pense qu'il y a des gens qui seront hyper contents. Et Ouais. d'autres qui se diront ah, c'est qui Dark Malak? Jamais vu, moi. Dark Malaxé? Non, je ne sais pas.
J'ai pas compris. Donc voilà, juste Ouais. pour info, parce que ça Et m'a. c'est vrai que je sais que ça divise pas mal. Enfin, en tout cas à Il l'époque, y a des gens qui sont quand fans de ça a commencé quand j'étais au ces collège persos-là. déjà. Il y avait ce bail-là Ouais. d'univers étendu. Bah, ça commençait pas mal. Et je lisais dans au CDI, je crois, tard à l'époque, le, un bouquin qui parlait justement de comment sont fait les choses dans Star Wars, tu vois. Genre Ouais. les vaisseaux, les sables laser, Mhm. etc. Et ça parlait de l'univers étendu. Et le fait que ça me donne des explications sur des trucs que j'ai pas, je suis en mode, mais c'est juste trop bien. Ah, c'est fascinant. Moi, je veux les Mais c'est explications. comme t'as la post-logie qui raconte donc la suite de l'épisode 4, 5, 6. Mm. Mais en fait, il y a plein de fans d'univers étendu Ouais, qui, eux, ont leur propre post-logie qui a été racontée dans des romans. ouais. Alors pour Dark, Revan et Malak, je sais pas d'où ils viennent. Je crois que c'est plus de jeux vidéo. Je suis même pas sûr que ça vienne de romans. Mhm. Mais en gros, chacun, il trouve son compte dans sa version de l'histoire, tu Ouais, vois. ouais, tout à fait. Et on va se Ah, c'est terminer. le canon et Legend. Ça fait partie des univers Legend. Donc, Ah, c'est mais pas c'est depuis canon, Disney, ça, Legend. c'est légendaire. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est pas clair, mais je vois. Je vois. On se termine avec un peu de sorcerie Oui, en détente. termine-nous. Je vous termine juste. Alors, sorcerie, TCG merveilleux avec des artworks qui peuvent un peu diviser, mais c'est du old school. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'on retrouve et dans le système de parution, et dans l'éditeur, et dans les artworks, et dans le gameplay, un côté le vieux TCG. On prend son temps, on en profite. On a une extension par an. Il y a une bonne vibe, il y a une bonne Seulement. émotion dans Voilà, Sorcery. ça fait plaisir. C'est plus facile à récolter. Enfin, plus facile. T'as plus de temps pour récolter. T'es pas pressé par l'extension qui sort après. J'ai même pas récupéré des cartes d'Azerdrift qui a déjà Tarkir, il y a FF qui arrive. Comment je fais moi? Comment je fais? Je m'en sors plus. Donc Sorcery, très très cool. Je n'ai jamais joué à ce jeu, mais je collectionne avec grand plaisir. En même temps, très peu d'occasions de jeu par chez moi, donc forcément, ça me pousse moins aussi à vouloir deck builder. C'est très américain, Sorcery, Et dans la consommation. ouais, effectivement. Et du coup, il y a des petites news, notamment il y a le lancement du mini set dont on avait parlé, qui avait été annoncé en quasiment en même temps que les légendes arthuriennes. Le mini set Dragon Lord. Alors je crois que ça doit être ça. Oui, déjà magnifique. C'est très beau. Magnifique petit produit. C'est 14 cartes, si je dis pas de bêtises, avec un design unique autour des dragons et notamment un nouvel avatar. L'avatar, c'est votre leader, en gros, que vous jouez dans Sorcery, qui permet de jouer autour des dragons, qui est hyper cool. Donc ça, c'est cool. Ça fait deux fois cool. Tout est illustré par monsieur, le maître Ed Bird Jr., qui est très connu dans le monde de l'illustration, justement, fantasy, old school, fait main. C'est vraiment très très joli ce qu'il fait. Il a fait aussi pas mal d'illustrations Magic Ouais, et bah, le Bird D&D. 7ème. Le Bird Incroyable. 7ème, voilà, que beaucoup, je l'ai pas mis en illustration, mais beaucoup l'ont. Et juste GOAT. D'ailleurs, il y a un concours réservé aux États-Unis pour gagner. Je crois que c'est celui-ci. Non, ça c'est après. Ça c'est une des cartes du coup du set. Et il en fait une version exclusive avec plus de détails encore. Donc des petits détails qu'il rajoute à gagner avec TCG Player, je Il y a crois. vraiment cette vibe, les vieux romans Donjons et Dragons, quoi. Ouais, Mais tout à j'aime fait. bien, ça me parle. En fait, ça m'amène à une nostalgie, Mm. Sorcery. Ah bah tout à fait. Et la nostalgie est puissante. Et ça c'est fou. C'est pire que la force de Star Wars, la nostalgie. Hein. La nostalgie est puissante en toi. Ah oui, complètement. Je peux acheter des choses. Ils sont vraiment très forts. Donc ouais, Dragon Lord de Bangers. Et pour la date du coup, ce sera en même temps que la Gen Con fin juillet. Genre dernier week-end de juillet, début août. Ok. Ce sera mis en vente en avant-première à Gen Con. Si vous y êtes, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il y aura notamment la présence d'Edbird Jr. qui n'y est pas allé depuis plus de 10 ans à cette Gen Con. Donc voilà, les fans pour faire signer petites cartes et autres, C'est le moment. régalez-vous. En plus, c'est à côté de la Gen Con. C'est 3 heures de bagnole, je crois, de Toulon. Ah ouais, Ouais. Ok. C'est Non, genre pas vrai. où tu dis Non, c'est aux États-Unis. Ah ok, d'accord. C'est hyper loin. Si tu fais 3 heures de bagnole Ouais. pour être à l'aéroport, après tu Oui, y vas. oui, 3 heures de bagnole et 10 heures d'avion, quoi. Et du coup, il sera disponible sur les réseaux de distribution classiques après la Gen Con, donc courant août. On n'a pas la date, mais logiquement, courant août, on va pouvoir récupérer ça. Je n'ai pas retrouvé la news, mais il me semble que maintenant, il y aura un mini-set par an de ce style, donc quelques cartes à récupérer. Vu ce que j'ai cru apercevoir sur les réseaux, ça devrait pas coûter très cher. Un peu comme du Secret Lair. T'achètes un drop Voilà. de cartes spécifiques. Exactement. Et en plus, comme c'est des cartes uniques, donc en tout cas pour celui-ci, qui se joue qu'en un exemplaire, t'as pas besoin d'en acheter plein. Oui, t'achètes ton set et tu T'achètes peux jouer ton avec. set. Si tu veux le garder scellé, tu le doubles. Mais voilà, t'es T'as régalé. le prix Et justement, non. Mais comme ils font gagner des cartes cadeaux d'une centaine de dollars sur un concours, je suppose que on est entre 50 et 100 dollars le produit. Si c'est plus cher que ça, je trouve ça étonnant. C'est pas donné, mais on sait pas à quel point c'est limité. C'est un produit one time.
Ouais, Tu ok. n'as pas de booster, rien. C'est moins cher qu'une boîte de booster. C'est combien? C'est sorcery, 14 donc, cartes, tu dis? c'est 14 cartes. Donc c'est le double d'un Secret Lair. Oui, donc dans ce cas-là, au rapport à Magic, ça Ouais. devrait coûter $80, je pense. Je Ce m'attends serait le bon à, prix. je m'attends à $80, ouais. Ouais. Donc en euros, s'il y a Ok. la même taxe magique, c'est 100 euros. C'est 100 euros, ok. C'est OK. Donc voilà. Et il y a aussi la première vague de shop partenaires pour l'Organize Play programme qui s'appelle Cornerstone, qui vont recevoir ces petits produits, donc des cartes promo, des petits tapis. Alors j'ai du mal à voir ce qu'il y a dessus, c'est très psychédélique pour le coup. Enfin, beaucoup de couleurs très vives, Ouais. mais ça fait plaisir qu'il y ait un système de jeu organisé avec les boutiques qui vont pouvoir organiser des événements Cornerstone aussi. Et en France, il n'y en a qu'un seul, c'est Ludiworld. Ok. Alors peut-être qu'il y a juste d'autres shops qui n'ont pas fait la demande, je ne Ouais. sais pas s'ils ont été refusés ou quoi, mais c'est toujours ouvert en application, c'est juste que là c'est la première Force à vague. lui. Ça m'étonne pas, Ludy World, qui est très à l'affût et très à l'écoute, en tout Ouais. cas, de toutes les nouvelles sorties TCG. Il a tendance à un peu tout tester. Tout Et à donc, fait. ça m'étonne pas du tout qu'il soit client d'aller tester Sorcery, quoi. Et il y en a pas mal Il de... doit même probablement déjà connaître, je suppose. Oui, je pense, ouais. Il y a pas mal de shops en Europe, enfin pas mal. Vu la taille de l'Europe, c'est pas énorme, mais il y en a Oui, quand oui. même un peu dans tous les pays. Donc ça, c'est cool. Et il y en a évidemment énormément aux États-Unis. Mais par rapport à la taille des États-Unis, pas tant que ça. Non, mais ça Genre, reste encore un peu. Sorcery, par rapport à la hype du Kickstarter, ça reste très confidentiel. Il y a une volonté Ouais, ouais. d'éditeur de rester confidentiel. On y va à la cool, quoi. Mais du coup, tu sens que ça reste confidentiel, quoi. Ce Et qui est je- pas. Quand t'es dans une niche un peu confidentielle, il y a un petit côté plaisir aussi, hein. Ah oui, c'est genre... Ah, chut, 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 Pas c'est si secret. gênant, hein. Et je crois que leur premier gros tournoi, donc forcément les shops partenaires, ça va être le début pour aller accéder peut-être à un... Ils veulent pas faire de circuit, mais ils veulent quand même faire des tournois pour que les gens Ouais. se régalent avec les cartes. Le premier gros tournoi officiellement organisé par Sorcery, si je dis pas de bêtises, sera le Cornerstone quelque chose, Ok. et ça aura lieu normalement à la Gen Con. D'accord. Alors ok. j'ai pas compris si c'était à la Gen Con ou en même temps. Je suppose que Ce c'est... serait trop bien que ça soit streamé et que je puisse voir une vraie game partie. compétitive de. Alors de ce qu'on m'a dit, les games sont très longues. Oui, C'est vraiment oui, du mais si- BO1, si c'est- d'attrition, etc. Si c'est bien streamé, j'aurais la curiosité de regarder. Ouais, ben moi aussi. Donc ce serait cool. Au moins enregistré pour voir Oui, du replay voilà. sur YouTube. Ouais. Mais je n'ai pas l'info malheureusement de ça parce que comme vous le savez, c'est pas leur fort la clarté, la rapidité, enfin la fréquence de communication. Non, non. Mais voilà les petites Leur news force, Sorcery. c'est les illustrations et les illustrateurs. En fait c'est genre oh fils, prends le temps. Et du Ouais, coup tu dis ah ouais tranquille. c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi je devrais- suis pressé? Le replay du tournoi je devrais être dans 6 mois. Après, Je m'en fous. après tout, j'ai 12 vies. Mais voilà exactement. Non, hein. Exactement. Et ça conclut ce podcast multi-TCG. Oui, ce fut dense, Oui. comme d'habitude. En même temps, le multi-TCG est toujours très dense, mais un énorme plaisir, évidemment. N'oubliez pas de commenter pour participer au tirage au sort, de laisser votre meilleur pouce bleu et de partager le podcast autour de vous. Dites aux joueurs de TCG, t'as vu le dernier podcast Valépel? Non, c'est quoi? Quoi, tu connais Racontez-leur pas le le dernier podcast. podcast Valépel? Regarde. Mais oui, vous l'écoutez le podcast et vous le dites en même temps à quelqu'un. Il n'a même pas besoin d'écouter, vous le récitez. Et franchement, c'est une Ouais, expérience. c'est vrai, on minimise le à bouche tester. à oreille sur Internet. On est encore capable comment dire, de partage physique. Mais oui, parce que le bouton partage ne sert à rien. Personne s'en ne sert. l'utilise. Donc partagez oralement. quoi, Partager dites. oralement, voilà, bien sûr. On a vocation à parler à tout le monde, donc Oui, exactement. c'est parti, let's go. Merci à tous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde, Ciao à tout le monde. plus.